Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, en présence de nul autre que mon père, Charles Gave, et en présence du DAF, qui, je dois dire, sait qu'il va y avoir droit. Donc il est très calme, comme d'habitude, il allait se mettre derrière ton fauteuil. L'économie expliquée par mon père, ça devient de plus en plus difficile, parce qu'ils ne mettent pas les types à l'extérieur. Hein, oui, non. Ça devient difficile. Alors, aujourd'hui, on a décidé de faire une émission. Enfin, j'ai décidé de faire une émission, parce qu'il faut quand même que vous sachiez que c'est moi qui décide de tout. Exactement. J'ai l'habitude, j'ai la même chose à la maison, d'ailleurs. Voilà. De faire une émission qui pourrait un petit peu s'intituler France, quoi faire pour avancer à nouveau ? Parce que certains de vos commentaires nous expliquent que oui, c'est très bien tout ça, mais il s'agirait de savoir quelles sont les solutions. Donc ça, c'est un point numéro 1. Le point numéro 2, c'est qu'effectivement, comme vous, j'imagine, je suis spectatrice de la vie politique et je me vois confrontée à deux situations, j'imagine que toi aussi, c'est-à-dire que soit il y a des partis que je n'entends pas, les Républicains, le FN, bon, en ce moment, le RN, en ce moment, ça distille un petit peu autour de la loi de finances, mais quelque part, je ne comprends pas vraiment quelles sont les propositions pour la France. Et en général, quand il y en a en plus, on est sur l'État stratège. Et on a fait une émission, je crois, qui est la deuxième, en quoi c'était une hérésie et pourquoi c'était complètement idiot. Quant aux autres partis, je me trouve dans l'embarras, car j'ai vraiment l'impression de me retrouver en face de personnes qui pointent du doigt. Qui pointe du doigt vers une situation en disant « c'est la faute de… » 3 petits points. Or, c'est idiot, pourquoi ? C'est idiot parce qu'on le voit, par exemple, dans des grands cracks comme celui de Gonesse, quand le Concorde s'est écrasé. Ça n'est jamais, quand quelque chose s'écrase, quand quelque chose rate, de la faute d'un problème. C'est en général plusieurs problèmes qui s'agrègent, un oiseau, la maintenance qui n'était pas faite, le pilote qui était fatigué ce jour-là. Et deuxièmement… Une vis qui n'était pas vissée. Une vis qui n'était pas vissée. Bon, voilà. Donc, quand les accidents arrivent, dire que c'est la faute c'est rarement vrai, parce que ça n'est pratiquement pas vrai. Et deuxièmement, encore une fois, les gens qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à refaire les mêmes erreurs. Historiquement, où est-ce que ça nous a amené quand on a pointé du doigt en disant « c'est la faute de remplacer » par le mot que vous voulez. Ça n'est jamais… Ça ne nous a jamais tiré par le haut, et on peut aller vers Philippe le Bel, qui a brûlé les Templiers. Oui, oui. Bon. Et puis c'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est la recherche du bouc émissaire. Là, il faut relire les livres de René Girard sur le bouc émissaire. C'est-à-dire que dans nos sociétés, on a du mal à se mettre ensemble, et puis d'un seul coup, on découvre que c'est la faute de, Thésée ou je sais pas qui, et tout le monde lui tombe dessus, on le massacre, et une fois qu'on l'a massacré, tout le monde se sent mieux, et on est repartis tous ensemble. Donc il y a une espèce, dans la recherche du bouc émissaire, de côté sacrificiel, pour que on refasse l'unité autour de ça, puis très souvent, le type qu'on a massacré, on en fait un dieu après. Et donc c'est quand même une façon de raisonner, et ce que dit René Girard qui est très intéressant, c'est une façon de raisonner qui est complètement à l'envers du christianisme, qui est complètement diabolique, la façon de raisonner, parce que ce que disait le christianisme, c'est que c'était que la victime qu'on avait massacrée était innocente. Et ça a été de la grande invention, c'est que tous ces trucs de bouc émissaire, c'est qu'on massacrait un type qui était innocent. Et puis d'un seul coup, on se retrouve aujourd'hui avec, on repart sur la théorie du bouc émissaire. Donc c'est une régression incroyable. Il faut bien se rendre compte que s'il y a des problèmes, c'est que 9 fois sur 10, c'est nous qui avons un problème. Chacun d'entre nous qui a un problème, qui doit être traité individuellement. On ne va pas aller massacrer le voisin de palier parce que, je sais pas, il n'est pas de la même couleur ou il n'est pas de la même religion. Voilà, donc toute essentialisation du propos tendant à vous dire c'est la faute de l'étranger parce que quelque part il aurait une couleur différente, ou c'est la faute même des super profits, puisque c'est une autre façon de désigner aussi un bouc émissaire en la personne d'une certaine aristocratie. Ces essentialisations sont par essence néfastes, n'apportent rien, n'apportent aucune solution et sont surtout, et c'est le plus important, fausses. Oui, c'est faux. Et ça, c'est intellectuellement on n'arrive pas à la solution. On fait une fausse solution, on massacre un gars, on se sent mieux après, mais 2 ou 3 mois après, le problème revient, quoi. Alors, ce qu'on aimerait faire donc aujourd'hui, c'est essayer de vous donner des pistes pour vous dire vers quoi il faut réfléchir. Le grand problème qu'on a en France, c'est que très souvent,
l'économie a été mal enseignée. Or, croyez-moi, c'est très amusant, l'économie. Je le dis en tant que femme, vous voyez, s'il y a des femmes, je sais qu'il y a des femmes qui nous écoutent, c'est vraiment très rigolo. Si on s'y intéresse un petit peu, il y a quelques termes qui peuvent être un peu rébarbatifs, mais sinon, c'est très logique, et on est plutôt logique, nous autres, les nanas, et donc c'est plutôt amusant, parce qu'on comprend plein de choses. Et économie, ça vient du grec, c'est-à-dire la gestion de la maison. Et donc, en grec. Et donc, ça veut dire que, quelque part, c'est les femmes qui devraient s'y intéresser à l'économie. C'est bon, c'est la maison commune, c'est l'économie. Mais je ne sais pas pourquoi les hommes s'en sont emparés, ont collé des maths, et c'est devenu rasoir. Et quand je suis dans un dîner en ville et qu'on me demande ce que je fais, il y a toujours quelques personnes qui disent « c'est un économiste », et je sens mes deux voisines complètement désespérées. S'effondrer. S'effondrer en disant « oh là, ça va faire ça, il va y avoir un dîner très très long là ». Donc, si vous voulez, il n'y a pas de raison, quoi. C'est assez rigolo. Alors, en partant du postulat que nous sommes des nains sur des épaules de géants, c'était cette phrase de... Bernard de Clairvaux, je ne sais plus qui. De Chartres, je crois. Oui, Bernard de Chartres, qui, en gros, nous explique que si nous ne profitons pas de l'expérience de nos anciens, c'est-à-dire nos anciens ont accumulé un savoir, et grâce à ce savoir, aujourd'hui, nous devrions pouvoir avancer plus vite. Et donc, on va essayer de faire la somme des choses que la droite, si elle était la droite, pourrait avoir dans sa matrice, qu'elle n'a malheureusement pas, mais que vous pouvez avoir et que vous pouvez marteler, auquel vous devez penser à chaque fois que vous êtes en face d'une situation. Et Dieu sait qu'on va rentrer dans une situation économique, humaine, sociale, difficile. Et ça, c'est très curieux, parce qu'on a reçu ici beaucoup de personnalités de droite, quelques-unes de gauche aussi, si elles voulaient venir, mais il n'y en a pas des masses. On invite tous les gens de gauche qui veulent. Hein, non, on est très ouverts. Eh bien... je vais vous dire un truc qui m'a stupéfait. Je me suis rendu compte que l'économie n'intéressait pas la droite. Sauf Olivier Marleix. Sauf Olivier Marleix. J'ai interviewé Olivier Marleix. Puis à la fin de l'interview, qui est toujours disponible sur notre site d'ailleurs, je crois que je lui ai dit, mais enfin, monsieur le député, il faut que vous m'expliquiez quelque chose. Ça fait 1 heure que vous êtes en face de moi et vous n'avez toujours pas dit une ânerie. Expliquez-moi comment ça se fait. Il a rigolé, il m'a dit, ben non, moi j'étais une famille, etc. Bon. Mais tous les autres, ou quasiment tous les autres hommes de droite, ils comprennent pas que de la liberté individuelle qui peut s'exercer naît le progrès, et que de ce progrès permet l'amélioration du sort de tout un chacun, y compris les plus démunis. Ils veulent tous prendre le contrôle de l'État, et ensuite, comme l'a dit Emmanuel, avoir un État stratège qui va créer un champion mondial des yaourts ou je sais pas quoi. Et donc c'est pas du tout ça. L'économie, c'est pas le contrôle et la gestion de l'État, c'est comment permettre à la liberté individuelle de s'exercer dans le domaine de la production de richesse. Voilà, c'est tout. C'est comment vous augmentez la masse des valeurs créées, quoi. Alors, pour ça, donc, écoute, le premier grand axe sur lequel on va réfléchir, et je vais te faire réfléchir, c'est que l'économie, pour fonctionner, a besoin de prix libres. Oui. Donc, il faut que l'État arrête de vouloir mettre ses gros doigts partout. Les gros doigts de l'État... De fixer des prix. On n'en veut pas. On sait que dans cette idée, l'euro qui devait nous amener, suivant le non sequitur de M. Attali, une croissance en Europe parce qu'une monnaie unique, hein, c'est un peu comme si... Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. C'est comme si je dis, je ne mange que des yaourts aux fraises, donc mon chien va être heureux. Il n'y a pas de lien logique entre les deux. Mais non. Donc, l'Europe va nous apporter plus de croissance parce qu'on a une monnaie unique. Il n'y a pas de... C'est un peu comme, vous savez, quand on se disait, on était petit, si on retient sa respiration jusqu'à la fin de la rue, on aura 20 en maths. Bon, on sait au fond de nous que ça ne fonctionne pas. Mais ça ne les empêche pas de continuer. Alors, on va reprendre tes quatre penseurs matriciels. Matriciels, oui, c'est ça. Qui m'ont... vous savez, quand vous lisez des livres de temps en temps, vous lisez un livre et puis vous êtes tellement excité que vous avez besoin d'arrêter parce que il y a trop d'informations, vous n'en pouvez plus. Et puis vous le reprenez quelques jours après, puis ça recommence. Donc il y a 4 ou 5 livres qui ont eu cet effet sur moi, où je me suis dit, oh là, voilà, c'est bien, puis bon, allez. Alors là, j'ai pris les 4, j'ai pris Wicksell, Schumpeter, Minsky et Hayek. Alors, Wicksell, pour toi, il a dit un truc très important, c'est la différence entre les 2 taux. Les 2 taux d'intérêt. Voilà. Il y a 2 taux d'intérêt dans une économie, et c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il y a le taux auquel vous empruntez. Bon, normalement, vous avez des gens qui épargnent,
Et puis, ben, on leur paye un taux d'intérêt sur cette épargne. Et puis, d'autre côté, il y a des gens qui empruntent. Et le niveau d'équilibre, c'est quand l'offre d'épargne est égale à la demande d'épargne avec un taux d'intérêt. Tu vois, c'est un truc, donc c'est un prix. Les gens qui ont leur argent dans le code vie, et en face, les gens qui empruntent pour acheter leur pavillon. Donc, ou acheter leur pavillon, ou lancer une entreprise. Tu vois, ou lancer une entreprise. Voilà, donc, ça crée. Donc ça, c'est le prix de marché. Et je voudrais faire une petite remarque sur l'épargne qui me tracasse beaucoup, parce que les gens n'ont pas l'air de comprendre ça. Les gens épargnent, puis ensuite cet argent est transféré, mettons, à des entrepreneurs qui vont l'utiliser. Mais qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur ? C'est un truc un peu curieux, j'y reviens, c'est que prenez la création, pour une fois, de quelque chose d'utile par le gouvernement, qui était les centrales nucléaires. Quand vous commencez une centrale nucléaire, il faut 5 ou 6 ans avant qu'elle se mette en production. Et donc, pendant 5 ou 6 ans, tu vas payer des gens qui ne produisent rien, qui va avoir un impact sur les prix aujourd'hui, mais dans 5 ou 6 ans, quand la centrale sera là, ça changera tout, quoi, tu vois. Donc, au stock d'épargne financier qui va financer ces gars-là, correspond aussi une espèce de stock d'épargne humain, des gens que tu vas mettre, qui vont travailler, qui vont être payés, mais dans des choses qui devront produire plus dans le futur, tu vois. Et donc, une économie qui fonctionne bien, c'est quand la plus grosse partie de l'épargne vient dans ces investissements à long terme qui sont faits par des gens. Et bien entendu, l'épargne la plus forte que peut faire une nation, c'est les enfants. Et donc, les gens me disent, regardez, l'Allemagne est merveilleusement bien gérée. Je leur dis, arrêtez vos bêtises. Le taux de fertilité des femmes est en dessous de 1. Ils ne transmettent pas ce qu'ils ont reçu, mais même physiquement, il n'y a pas d'enfants. Et comme ils ne transmettent pas ce qu'ils ont su, ils ont des excédents des comptes courants monstrueux parce qu'ils ne font pas d'investissement. Ils n'ont pas investi dans les enfants. D'ailleurs aussi, ils sont très peu propriétaires. Ils sont tous Ils sont très peu propriétaires, donc ils vivent... Donc, je me regarde ça et je me dis, mais c'est un pays qui va mourir par manque d'investissement. Et c'est curieux parce qu'on pense aux Allemands comme des... Moi, je trouve ça dingue de se dire passer sa vie en location. Je trouve ça bizarre de pas à un moment passer sa vie en location, à un moment acheté, mais parce qu'ils avaient des grands trucs qui avaient été montés par les systèmes sociaux, donc c'est autre chose. Donc vous avez le premier taux d'intérêt, c'est ce taux d'intérêt dans lequel l'offre d'épargne est égale à la demande d'épargne. Bon, c'est le taux d'intérêt. Et le deuxième, c'est les entrepreneurs. Si le taux d'intérêt est à 4, allez, il ne va pas investir si l'investissement qu'il va faire va lui rapporter moins de 4. Il me semble, oui. Donc le deuxième taux d'intérêt, c'est la rentabilité du capital investi. Et pour que le système fonctionne, il faut que le taux d'intérêt soit en dessous du taux de rentabilité. Parce que parmi tous ces gars-là, il y en a un paquet qui vont faire faillite. Il y en a à peu près 7 sur 10 qui font faillite dans les nouveaux entrepreneurs. Et donc, automatiquement, il faut qu'il y ait la différence des taux qu'on pense pour tous les gars qui vont faire faillite, qui ne vont pas rembourser leur capital. Donc, ces deux taux. Et ce que dit Wicksell, c'est que si le taux de marché est trop bas, par la Banque centrale qui met les taux à 0 par exemple, les gens vont cesser d'investir dans des actifs nouveaux, ils vont investir dans des actifs qui existent déjà, en empruntant et en faisant du levier, tu sais, c'est-à-dire... c'est ce qu'on a vu exactement là depuis 2008 avec les taux bas. Exactement, le prix de l'immobilier est passé comme ça. Et voilà, et ça, au lieu de faire croître le patrimoine des actifs... On a fait monter le prix des actifs. On a fait monter artificiellement le prix des actifs. Mais pour autant, du coup, on n'a pas créé de richesse. On n'a pas créé d'outils pour créer de la richesse, ce qui veut dire que du coup, la productivité du travail va baisser. Et c'est affreux parce que du coup, les riches qui peuvent emprunter deviennent de plus en plus riches. Et les pauvres, ils ne peuvent pas emprunter par définition parce qu'ils n'ont pas d'actifs. Et eux, leur travail ne prend pas de valeur. Et donc on se retrouve dans une situation incroyable où les salaires n'augmentent pas et le prix de l'immobilier à Paris passe au travers du toit. Et ça, c'est une erreur conceptuelle monstrueuse parce que quand tu mets les taux d'intérêt trop bas, tu ne favorises pas la construction de nouveaux actifs pour le futur, comme les centrales nucléaires. Tu favorises le gars qui a déjà 2 ou 3 appartements qui peut en acheter un quatrième. Et qui peut spiler. Spiler, ce qui est un vieux mot yiddish, qui veut dire, justement, emprunter pour acheter des actifs, et voilà. Et donc, la première grande idée de Wicksell, c'était, dans un chien, il faut que le taux d'intérêt de marché et le taux d'intérêt de rentabilité soient le plus proche l'un de l'autre, avec le deuxième qui est un peu plus élevé que le premier, pour éviter de la dette.
Parce que, et là, ça va être une émission un peu où il va falloir que vous vous accrochiez. Hein, non, après, t'inquiète pas, après on part sur des principes. Donc, ce qui est important, c'est de penser que si vous réussissez à constituer ce stock de capital, le pays va continuer à se développer. Et donc les gens seront plus indépendants et plus riches. Mais regarde comment ça se passe. Le type qui emprunte, d'entrepreneur, il emprunte. Ensuite, son affaire marche, hypothèse. Il va rembourser l'emprunt. Donc la masse monétaire va augmenter au moment où il emprunte. Et puis ensuite, quand il va rembourser, elle va diminuer. Elle va être détruite, oui. Elle va être détruite. Et donc, il n'y a pas d'inflation. Imagine que tu mets des taux d'intérêt à zéro, tu empruntes pour acheter un nouvel hôtel, puis tu réempruntes, etc. La masse monétaire n'est pas détruite, il y a de plus en plus de masse monétaire, et il n'y a pas de création de richesse, vraiment. C'est ce qu'on a depuis 2008. Et donc, tu as de l'inflation. Et des prix Nobel. Et des prix Nobel qui l'ont... Quand je pense que Bernanke a eu le prix Nobel, j'ai eu un grand moment de solitude. J'espère que Léonard va t'en faire parler tout à l'heure, mais voilà. Donc attends, passons maintenant à Schumpeter. Alors, Schumpeter, autre principe, destruction créatrice. Alors, ce qui est très important chez Schumpeter, c'est effectivement la destruction créatrice, et aussi l'idée qu'on a fait une émission sur Schumpeter que je vous invite à regarder, à terme qu'une classe de lettrés arriverait au pouvoir, et on avait cette présomption fatale. À ce moment-là, il tue tout. Alors la grande thèse de Schumpeter, c'était de dire l'invention, c'est quelque chose, c'est l'étincelle divine de la création. D'un seul coup, il y a un gars qui invente quelque chose, et le monde est changé à jamais. Le moteur à explosion, ou la machine à vapeur, ou bien je sais pas, l'Internet. Ou l'imprimerie quand elle a été inventée. Voilà, l'imprimerie, l'Internet, poum, le monde change, tout change. Donc l'invention, et quand tu fais une invention comme ça, automatiquement, où tout change, tu as tous les gars qui essayaient de rendre le service qui est détruit par cette nouvelle invention. Par exemple, les gars qui faisaient des bibles en écrivant à la main, en recopiant, ça a tué leur business model. Ça a tué... tu vois, t'as eu un petit problème, quoi. D'un seul coup, ton boulot, il n'était plus là, quoi. C'est les marchands de chandelles quand l'électricité est arrivée. Voilà, c'est les marchands de chandelles. Donc, à ce moment-là, tu as la destruction créatrice, c'est-à-dire que cette nouvelle invention crée des tas de choses, de nouveaux systèmes, je sais pas, mais les secrétaires et l'Internet. À partir du moment où il y a eu l'Internet, il y a plus, pour ainsi dire, plus personne n'a eu de secrétaire, quoi, ou c'est très peu, quoi. Donc tu as une espèce de changement comme ça. Les gens perdent leur boulot, c'est bien triste. Et donc tu as d'un côté une création et de l'autre côté une destruction massive. C'est les deux côtés. Alors ce que dit Schumpeter, c'est qu'il dit le capitalisme, c'est la seule chose qui permette, par le droit de propriété, cette destruction et cette création. Et donc, si on le laisse faire, on va automatiquement avoir une hausse du niveau de vie général, mais ça se passera toujours dans le mécontentement le plus total. Parce que tous les gars qui sont détruits, ils trouvent que c'est pas drôle du tout, quoi. Oui, on les comprend. Quand les mines ont été fermées, ça a été difficile pour tout le bassin minier. Donc, il faut s'adapter. Ouais. Donc, les gars qui faisaient des diligences, il faut qu'ils se mettent à faire des wagons de chemin de fer, c'est pas toujours évident, c'est pas... pas tout à fait la même chose. Bon. Et alors, ce que dit Schumpeter, c'est bon, ça continue, et donc le niveau de vie monte. Au fur et à mesure que le niveau de vie monte, la société va faire le seul investissement qui compte, c'est celui dont je t'ai parlé tout à l'heure, sur le long terme, les enfants et les éduquer. Et donc, le niveau d'éducation va monter dans des proportions extraordinaires. Et puis arrive un moment où il y a toute une série de gars qui sont très très bien éduqués et qui découvrent que le paysan qui trouve quelque chose dans sa cuisine gagne plus d'argent que lui parce qu'il a inventé quelque chose, et que lui, il a des doctorats de savoir qu'en foutre, et il n'est pas si bien payé que ça, et que finalement... Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il devient, ce gars-là, qui est très éduqué et qui trouve qu'il n'est pas rémunéré? Il devient socialiste, en disant le capitalisme est mauvais dans son essence, il faut... Et donc,
quand il y a suffisamment de socialistes, parce que le capitalisme a été trop... il a trop bien réussi, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens votent contre le capitalisme. Donc, contre la destruction recherche, et contre la destruction créatrice. Contre la possibilité de trouver des nouvelles inventions. De trouver des nouvelles qui sont des solutions aux problèmes qu'on se pose à ce moment. Et donc à ce moment-là, nous rentrons en stagnation, et le pays s'enfonce, et plus il s'enfonce, plus il va vers le socialisme. Oui, parce qu'il veut des aides. Parce que les gens sont habitués à avoir des aides. Et donc, mettons, il y a deux personnes qui m'ont beaucoup influencé, il y a Schumpeter, et puis il y avait de l'autre côté Milton Friedman. Milton Friedman pensait que si les gens passaient au capitalisme, ils allaient automatiquement vers la démocratie. Ce qui était souvent vrai d'ailleurs. Ils commençaient à pas, puis ensuite ça le devenait. Et puis Schumpeter disait ouais, il passe à la démocratie, puis ensuite il passe au socialisme, puis ensuite ça marche plus du tout. Et donc, il y avait une sorte, un des grands désespoirs de ma vie, c'est de savoir que c'est Schumpeter qui avait raison. C'est Schumpeter qui avait raison. Qu'il y avait cette sorte de présomption fatale, effectivement, c'est-à-dire que le capitalisme amènera une suréducation des enfants, on peut le voir en France avec l'ENA et ainsi de suite, une sorte de capitalisme de connivence, c'est-à-dire un dévoiement du capitalisme, et ensuite, à terme, un pourrissement du système. C'est un pourrissement du système. Parce qu'il a été galvaudé. Parce que il a perdu ce qui faisait son succès, sa force. Oui, voilà. Donc on empêche la destruction créatrice. C'est une autre façon de parler du darwinisme, quoi. Oui. On reste. Si on monte prenons le système fiscal qui me fascine, le système fiscal. Comment il marche le système fiscal? Si un gars est extraordinairement doué, qu'est-ce qui va se passer? On va lui piquer 70 ou 80% de ce qu'il gagne. Et si un gars n'est pas doué du tout pour gagner de l'argent, on va lui filer une partie du pognon que celui qui était doué... Donc c'était comme si dans une équipe de foot, celui qui marque des buts, on lui met 40 kilos sur chaque pied, quoi, comme ça il ne peut plus en marquer. Et celui qui n'en marque jamais, on le paye un maximum. Donc, on le met en numéro 11. On le met en numéro 11 devant, ou j'en sais rien. Donc tu te dis, mais... Un système fiscal devrait favoriser la création de richesses. Or, tous nos économistes, tous les gars en France ne s'intéressent pas à la création de richesses, ils s'intéressent à la limite à la distribution de richesses une fois qu'elle a été créée. Mais si les mesures qu'ils prennent dans la distribution empêchent la création, c'est ce qu'on a, le système tombe sur lui-même. Alors, allons sur Minsky. Alors Minsky, quatrième penseur. Alors Minsky, rappelle un peu qui Alors Minsky, c'était un professeur aux États-Unis. Bon, il a vécu dans les années 50-60 et il a fait des analyses sur un sujet qui est plus financier, et qui était le suivant, c'est-à-dire que d'habitude les marchés financiers, ça s'agite. Donc, comme ça s'agite, les gens ont peur de prendre des positions trop importantes. Tu vois, ils n'osent pas emprunter pour acheter des actions parce qu'ils se disent, si j'emprunte et puis que l'action se pète la gueule de 20% et que j'ai fait un levier de 4 ou 5 fois, j'ai tout perdu et puis je ne pourrais pas. Donc, Et puis, il y a des moments où, pour des raisons X, Y ou Z, souvent pour des raisons de politique monétaire, où les marchés financiers montent de façon ininterrompue, pour ainsi dire, sans jamais baisser. Tu vois, ils montent... pendant 3-4 ans de suite, comme ça, pouf, chaque année, ils prennent 15-20%. Et à ce moment-là, les gens se disent, mais ce machin-là, ça baisse pas. Donc, je peux prendre du levier. Donc, ils prennent du levier, et c'est la grande thèse de Minsky, c'était que la stabilité engendre l'instabilité. Si tu es trop stable pendant longtemps, la gamelle arrive automatiquement. Parce que les gens prennent de mauvaises habitudes. Encore une fois, c'est du darwinisme. Les types qui n'ont pas pris de levier, ils ne gagnent pas d'argent. Ceux qui en ont pris, ça devient des génies financiers dont on parle dans les journaux et tout. Donc le type, ça sélectionne ceux qui sont capables qui ont pris des risques imbéciles. Génie financier, comme disait un de mes professeurs, c'est un gars qui bourre quand ça monte et qui n'a pas de mémoire. Voilà. On en a eu beaucoup dans les 4 ou 5 dernières années. Je crains qu'il y en ait quelques-uns qui
Oui, qui réapparaissent. On vive un petit peu un moment comme à l'époque de la Compagnie des chemins de fer, quand il y avait eu aussi pas mal de leviers et pas mal de compagnies aussi des Indes et des choses... Ça va très vite, ça. Et enfin, le véritable inventeur, parce que j'ai galvaudé, je vais avoir des libéraux qui vont me tomber dessus, enfin, all five of them, le véritable inventeur de la dite présomption fatale. Mais pour moi, Hayek finalise quelque part ce que Schumpeter avait intuitivement Ils étaient à peu près contemporains. Oui. Hayek Schumpeter est un animal à part, parce qu'il a couvert des choses, des domaines en sociologie, en analyse du marxisme, etc., qui étaient remarquables. Les autres économistes autrichiens sont restés beaucoup plus dans le domaine de l'économie, quoique. Et donc ce que disait Hayek, et là il reprend un peu c'était le même discours un peu que Bertrand Journal, c'était que le vrai problème de la politique, de la science politique, de l'économie, c'est comment on empêche l'État de devenir énorme et d'étouffer tout le monde. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a délégué... Et de Bastia, donc. Et de Bastia, avant, etc. On a délégué à cet État le monopole de la violence légitime. Donc, il y a un moment ou un autre, il l'utilise à des fins qui ne sont pas bien saines, bien morales, quoi. Donc, assez souvent, la classe dirigeante de l'État devient criminelle, corrompue et criminelle, quoi. C'est ce qu'on voit aux États-Unis en ce moment, c'est incroyable. Et donc, vous dites, oui, comment j'empêche la progression de l'État qui amène automatiquement à l'appauvrissement de tout le monde pour les raisons que j'ai données. Quand vous regardez ce qu'avait dit ce Hayek, qui était très profond, c'était de dire, dans le fond, l'État si les changements dans l'État viennent de la base, comme ça, doucement, comme ça se passe avec le droit anglais, ça va. Mais le problème, c'est quand vous avez un génie qui arrive au pouvoir, qui a une idée profonde sur la façon dont la société doit fonctionner, et qui force des changements qui ne marchent pas, quoi. C'est Staline, c'est Lénine, c'est Mélenchon. Ils ont une idée très nette de la façon dont ça devrait fonctionner, et donc ils l'imposent puisqu'ils ont le pouvoir politique. Et à ce moment-là, c'est ce qu'il appelle la présomption fatale, en pensant que, par exemple, le plus beau cas de présomption fatale, ça a été l'euro, et le plus crétin de tous, ça a été Attali qui a poussé comme un âne, parce qu'il a fait la présomption qu'une monnaie commune, ça créerait plus de richesses. Oui, ce qu'on a vu, ce qui est un non sequitur. Un non sequitur, mais il a imposé, avec l'aide des socialistes, il a imposé ce système, et tout le monde est en train de crever en Europe. Moi, j'avais écrit à l'époque, l'euro va tuer l'Europe que j'aimais. Et donc, c'est-à-dire, au lieu de mettre en place une Europe de la subsidiarité, qui aurait dû être la véritable Europe... Mais ça, c'est ce qui vient du bas. Voilà, ils ont fait une Europe de l'impérialisme. Ils ont fait une espèce d'Europe qui descend du haut, et avec Madame, comment elle s'appelle, von der Leyen. Bravo, c'est la première fois qu'il a ça. Von der Leyen, je suis arrivé, avec Madame von der Leyen, qui maintenant a des visions sur la façon dont il faut traiter militairement la Chine. La Chine, Madame von der Leyen, attendez, d'abord, c'est pas, l'Europe n'est pas un État. Je ne pensais pas que Mme von der Leyen devait s'occuper de la politique. Je ne pensais pas qu'il y avait une politique européenne vis-à-vis de la Chine. Il y a des pays indépendants qui ont des politiques. Qui ont des échanges commerciaux, des politiques étrangères. Donc on voit très bien la présomption fatale, c'est de penser qu'en créant une nouvelle organisation de l'État, on va améliorer la chose. Et ça ne marche jamais. Donc, récapitulons. Aujourd'hui, la France cumule tous les handicaps. Les taux bas de Wicksell. Schumpeter nous a expliqué qu'on avait la démagogie d'une classe semi-éduquée qui se pensait le corps d'État en plein. Minsky qui nous a expliqué que fatalement on arrivait à des moments explosifs quand on avait cette création de dette. Quand on utilisait la dette pour stabiliser artificiellement le système, on stabilisait rien du tout. Un jour ou l'autre, ça nous retomberait sur la tête.
Et Hayek qui nous avait bien expliqué que... se méfier des gens intelligents. Se méfier des gens intelligents, mais que quelque part, la médiocrité, dans cette présomption fatale, prendrait toujours inéluctablement le dessus dans le capitalisme. Absolument. C'est ça le danger. Et on y est en plein. Donc... Je crois qu'on est dans le règne de la médiocrité en termes politiques et en termes décisionnels. Voilà, on a une justice faible, on a des corps d'État quasi inexistants. Qui se sont fait bouffer. On a des représentants politiques qui nous infantilisent sur des sujets complètement idiots, que ce soit le masque ou la température. Tu as vu que Pfizer, là... Pfizer, oui. Le responsable de la vente de tout ça, il y a un sénateur américain qui lui a posé la question... Est-ce qu'au moment où vous avez mis ces machins en vente, vous avez fait des études pour savoir si ça empêchait la contagion ou pas? Réponse oui ou non. Vous n'avez pas... Oui. Et elle a répondu non, nous n'avons pas fait d'études. C'est-à-dire qu'on nous a enfermés, on a viré des gens des hôpitaux, etc. Alors qu'on ne savait même pas si les vaccins en question... Et ça n'empêche pas la contagion. Ça n'empêche pas la contagion du tout. Donc, pourquoi on les a pris ? Parce que moi, au début, quand je l'ai fait, outre le fait que je voulais pouvoir voir mes enfants qui sont dans des pays étrangers, je l'ai fait aussi en me disant, sois bonne fille, fais-le pour autrui, pour les vieilles personnes, et ainsi de suite. Je me dis, je le fais pas pour moi je m'en fous de tomber malade, je vais le faire pour autrui. Oui. Mais ça marche pas. C'est-à-dire que j'ai fait un geste altruiste, et en fait, qui n'était même pas altruiste, parce que ça fait rien. Mais ça peut avoir des effets secondaires sur toi. Donc, oui, mais quand j'ai appris ça, je me suis dit, ça, c'est vraiment la présomption fatale. On a forcer les gens à faire toute une série de choses, alors qu'on n'avait pas les éléments qui nous donnaient le droit moral de le faire. Donc voilà, c'est la présomption fatale. Alors, donc, ça, c'était l'introduction pour vous expliquer en gros pourquoi en France, mais je pense que tout le monde s'en sera rendu compte, indépendamment de la crise géopolitique qui est la nôtre et de la crise économique et aujourd'hui de pénurie d'énergie liée à la géopolitique et liée aussi à l'incompétence de nos élites qui, depuis Pompidou, n'ont absolument rien fait. Donc, de fait, on se retrouve aujourd'hui... Giscard avait continué. Giscard avait un peu continué, mais enfin, voilà. La deuxième... Alors, dans ce paragraphe-là aussi, j'aimerais rappeler, enfin, tu vas le rappeler, que... ce que les communistes n'arrivent pas à réfléchir quand on vous parle des super-profits, c'est que pour fonctionner, une économie a besoin de deux choses. On va y revenir plus tard, si on a le temps, sinon on fera 2 émissions. C'est la rencontre du capital et du travail. Mais qu'il soit alloué par un individu. Qu'il soit alloué par l'entrepreneur. L'entrepreneur. S'imaginer, comme ils le font, que seule la valeur travail devrait être valorisée dans un contrat ou dans une économie est idiot. Idiot, ça marche pas. Ça marche pas et on le verra plus tard. Voilà. En fait, la réalité, et c'est ce que tu dis est important, la réalité c'est que du travail, si j'ose dire, il y en a toujours. Le vrai manque, c'est toujours le capital. C'est-à-dire la capacité de mettre de côté une partie des gens et de les payer pour préparer le futur. Hein. Et donc, ce qu'il y a de plus important, c'est le gars qui allouera le capital convenablement. Tu lui donnes, c'est comme dans les évangiles, tu lui donnes 4 talents, il t'en file 8. Tu vois, ça, c'est vraiment le truc, c'est ça qui... Et donc, qui crée de la valeur. Et il faut donner du capital à ceux qui peuvent créer de la valeur avec. Si vous le donnez à Juppé, il va le foutre en l'air. Alors, ce qu'il y a de vrai en ce moment, si tu veux, je me mets à la place des Mathilde Panot de ce monde et compagnie, c'est que instinctivement, beaucoup de gens perçoivent que l'allocation du capital est mal faite. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, c'est le salarié, c'est la valeur travail qui doit récupérer. Mais c'est pas ça. C'est parce qu'à l'origine, effectivement, aujourd'hui, les LVMH, les compagnies, par cette mauvaise allocation du capital, ont eu accès à des leviers et ainsi de suite, donc se retrouvent avec des profits qui, quelque part, dans une économie saine... Encore, c'est pas la meilleure LVMH, bon, disons... Je sais pas si... Bon, Citadel. Mais ça, ceux qui spilent comme des ânes sur les marchés, ça c'est autre chose, mais peut-être un jour ça se pètera la gueule. Non, la réalité, c'est que, encore une fois, c'est un système darwinien. Donc... il va y en avoir 7 sur 10 qui vont échouer. Le vrai danger, c'est un type qui a très bien réussi, mettons Bill Gates, et qui, en
ayant tellement réussi que maintenant, ou George Soros, qu'il a tellement d'argent qu'il peut se débrouiller pour essayer de contrôler l'État pour éviter qu'il y ait de la concurrence pour lui. Oui. C'est ça le vrai danger. Le vrai danger, c'est le capitalisme de connivence, où on l'a très bien vu, par exemple avec Goldman Sachs, tous les banquiers centraux passent un moment ou un autre chez Goldman Sachs, quoi. Et ensuite, quand ils ont rendu les services qu'on attendait d'eux, comme M. Bernanke, ils vont chez Goldman Sachs prendre leur retraite, quoi. Donc, le vrai problème, c'est le capitalisme qui réussit, donc qui a bien alloué le capital, qui a eu une brillante idée, et qui cherche à transformer son profit en rente. Mmh. Et pour ça, il a besoin d'acheter l'État. Alors prenons l'exemple de Total. Total, il y a 2 ans, il y a 2 ans, je ne sais pas s'ils se souviennent, mais le pétrole, à un moment, a eu un cours négatif, ce qui était une histoire, je veux dire, ça s'était pété la gueule, c'était effrayant. Ceux qui ont acheté de l'action Total à ce moment-là, on gagne beaucoup d'argent aujourd'hui. Enfin, il y avait très peu. Hein. Il y avait très peu de gens qui étaient prêts à acheter de l'action. Mais Total, comment ils gagnent de l'argent? C'est pas difficile. Ils sont parmi les meilleurs du monde pour trouver du pétrole ou du gaz. Donc, ils engagent des dépenses gigantesques. Et là encore, ils trouvent du pétrole 1 fois sur 7. Bon, ils ont engagé des dépenses. C'est des coûts fixes. Mettons que ça leur revienne à $30 le baril. L'essence qu'ils ont trouvée là, ou le pétrole, très bien, $30. Hop, ils touchent $30. Mais si ça passe à 100, parce que le gouvernement a fait n'importe quoi, ce que j'ai souvent expliqué aussi, il n'a pas fait les investissements à long terme, ben, ils vont gagner l'argent gros comme eux. Mm-hmm. Ben, on peut espérer qu'une fois qu'ils auront gagné cet argent, ils le réinvestiront pour trouver du pétrole. Mais si le gouvernement leur prend tout cet argent pour faire des éoliennes, Total va continuer à gagner de l'argent massivement, parce que le pétrole ira à 200, puis à 300, puis à 400. Donc, encore une fois, foutez bien la paix aux gens. En plus, revenons à ces super profits en France sur lesquels la NUPES est très remontée. Très remontée. Je crois que c'est 70 milliards d'euros les super profits de la France cette année, des sociétés françaises. 2 remarques. D'abord, la plus grosse partie de ces profits, si ce n'est la totalité, sont faits en dehors de France. Donc vous avez des entrepreneurs qui sont en France, qui ont leur valeur cotée en France, et si les Français les achètent, pour leur retraite par exemple, ça leur permet d'avoir accès à des marchés avec une démographie différente. Donc je ne vois pas quel est le problème si LVMH gagne plein de fric en Chine. Personne ne force les Chinois à acheter des sacs LVMH, c'est volontaire, non, donc ça leur fait plaisir, très bien qu'il l'ait. Et la deuxième, c'est que Apple, à lui tout seul, l'année dernière, a gagné 75 milliards de dollars, c'est-à-dire 75 milliards d'euros. Donc on m'explique que tout l'appareil économique français coté, c'est monstrueux qu'ils aient gagné 70 milliards, et Apple, à lui tout seul, en gagne 75, et Microsoft autant. Donc, peut-être qu'ils n'en gagnent pas assez. Alors, attends. Pour faire concurrence à Apple, on m'explique qu'il faut créer nos GAFA. Mais s'il faut créer nos GAFA, il faut qu'ils gagnent du fric. C'est pas l'État français qui va créer un GAFA. Hein. On l'a vu avec le plan calcul, on l'a vu tout ça, ça a très bien marché, merci. Alors, point numéro 1, grand bloc qu'on vient de faire, les prix doivent être libres. Point numéro 2, la monnaie est un bien commun. La monnaie est un bien commun. Alors si vous nous suivez ici, on a suffisamment, on a beaucoup parlé de la monnaie. Néanmoins, on va vous faire un petit topo dessus, sachant encore une fois que ce principe, la monnaie est un bien commun, ne fonctionne pas avec l'euro tel qu'ils nous l'ont créé. On ne peut pas avoir une souveraineté. Enfin, la monnaie est une souveraineté qui est rattachée à une nation. Il n'existe pas de monnaie de création ex nihilo dans l'histoire qui fonctionnait, qui n'ait pas été rattachée à la nation. C'est une souveraineté. D'ailleurs, c'est la souveraineté utile, puisque c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le temps, on pouvait battre monnaie. Ça voulait dire qu'on était souverain. Battre monnaie, ça veut dire qu'on pouvait payer ses dettes avec la monnaie qu'on avait imprimée soi-même. C'était le pied, ça a toujours été le rêve de tout le monde. Donc, la monnaie, qu'est-ce que c'est ? C'est beaucoup de choses, mais il
Il y a les 3 fonctions de la monnaie que vous connaissez, c'est un moyen d'échange, c'est un étalon de valeur et c'est une réserve de valeur. Bon. Alors, les 3 fonctions sont extrêmement importantes. J'ai appris ça quand j'étais en première année en économie, j'étais revenu à la maison en me disant, tiens, j'ai appris quelque chose, ça a l'air bien ce truc. Et donc, étalon de valeur, oui, c'est un étalon de valeur à condition que son prix soit déterminé par le marché. Mais si c'est un prix qui est déterminé par l'État, ça ne marche pas. Donc la première chose, c'est que la monnaie ne peut être ni nationalisée, ni privatisée. C'est les 2 trucs importants. On a toujours essayé soit de nationaliser la monnaie, l'État prend le contrôle de la monnaie pour essayer de liquider ses dettes, ou alors on essaie de la donner, je ne sais pas, à Goldman Sachs, et les 2, ça fait toujours des désastres. D'accord. Il faut que ce soit géré un peu comme l'était la Bundesbank, qui était une très bonne idée, c'est-à-dire par une assemblée de sages qui n'avaient rien à voir avec la politique, et qui prenaient des décisions et qui étaient responsables sur leurs fonds propres. Sur leur bien personnel. Donc, et puis quand la Bundesbank disait au gouvernement allemand, j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez, moi je monte les taux ou je baisse les taux, c'était ça. Donc ça n'empêche pas les erreurs, mais au moins, si vous avez 5 ou 6 institutions dans le monde qui sont gérées par des gens comme ça et qui sont en concurrence les unes avec les autres, on peut penser que dans le tas, il y aura une bonne monnaie qui émergera. Ouais, les autres sont... Donc la première des choses, c'est qu'il faut que les monnaies soient concurrentes les unes avec les autres et qu'il y ait des prix, des taux de change qui puissent bouger. Sinon, on ne sait pas qui sont les pays bien gérés, qui sont les pays mal gérés, quoi. Et ça, l'euro nous a complètement tués parce que quand on passe aux 35 heures à l'époque, on n'a plus cette vision. Notre monnaie aurait dû s'écroler. Vis-à-vis de la lire italienne, vis-à-vis du Deutschmark. Et or, on n'a plus cet élément de mesure. Et du coup, on n'a pas redressé. Par exemple, ma mère savait très bien que quand il y avait des déficits commerciaux qui apparaissaient en France, il fallait faire quelque chose, elle n'était pas contente, voilà et tout. Mais les gens ont perdu cette notion. On ne parle plus de balance commerciale, on ne parle plus de déficit extérieur parce qu'on ne les voit plus. C'est comme si toutes ces notions avaient disparu. Ça a permis de créer une période où les peuples ne pouvaient plus juger les gouvernants. Ouais. Ils savent que ça ne marche pas, mais il n'y a pas de moyen. En quelque sorte, autrefois, il y avait ce que Blum appelait le mur de l'argent. Quand les socialistes faisaient trop de bêtises, ils rentraient dans le mur de l'argent, qui était liquide d'ailleurs, donc... Et puis voilà, et puis au moins comme ça on savait qu'ils avaient fait des bêtises, tandis que là on ne sait pas quoi. Alors, je vais te faire revenir un petit peu, je crois que cette émission, il faudra en fait qu'on en fasse 2. Oui, je le crains, parce qu'il est déjà 42 minutes, ou là. Oui, là, donc je vais te faire... Et puis c'est du lourd, hein, attention, c'est pas facile que je vous dis. Oui. Hein. Une petite parenthèse historique sur la fin du Roi Soleil, 1715, et John Law. John Doe, alors ça c'est autre chose. C'est assez rigolo parce que c'est pour vous expliquer la différence qu'il peut exister et qui est fondamentale et que beaucoup de nos amis socialistes ont du mal à comprendre aussi. C'est la différence entre monnaie et richesse. Ces 2 notions, alors évidemment, instinctivement, on sait tous que ah ben oui, c'est pas parce qu'on imprime beaucoup de billets qu'on accroît la richesse d'un pays. Et pourtant, quelque part, quand on vous parle de ruissellement, on n'est pas très loin. Temps après temps, de cette notion, même s'ils l'ont raffinée un petit peu, c'est aussi stupide. Voilà, c'est pendant le Covid, on a créé plein de pognon, et puis les gens ensuite, il n'y a pas eu de richesse créée en échange de ce pognon, et puis quand les choses redeviennent normales, les prix montent. Stupéfaction générale. La quantité de monnaie avait explosé à la hausse, la quantité de biens produits n'avait pas bougé ou avait baissé, et quand les choses reviennent, il y a toute cette monnaie qui cherche son niveau d'équilibre. Mais moi, à chaque fois que j'écoute ou je lis des Piketty ou des Thomas Porcher, je ne peux pas m'empêcher de me dire, est-ce qu'ils ont vraiment compris la différence entre monnaie et richesse ? Non, ils n'ont pas compris. Et je crois que de façon structurelle, beaucoup de gens... ces gens-là ne réfléchissent qu'en termes d'état et de distribution. Et ils ne comprennent pas l'économie. J'ai souvent raconté, c'est d'ailleurs dans ce livre-là, que Piketty, j'avais un de mes amis qui avait acheté le livre. Moi, je ne m'étais pas donné la peine, je m'étais dit, bon. Et donc, j'ai regardé chez lui, quand j'étais en week-end, j'ai ouvert la première page. Et dès la première page, il y avait une erreur économique gigantesque. Et son bouquin faisait 1000 pages, hein, qui invalidait les 1000 pages qu'il y avait derrière. C'est-à-dire que il disait la rentabilité du capital investi est supérieure au taux de croissance de l'économie. Mmh. Donc, automatiquement, les profits vont croissant plus vite que les salaires.
on va vers une société inégalitaire. Mais cet imbécile confond la rentabilité du capital investi avec le taux de croissance des profits. C'est pas du tout la même chose, pour revenir à la fameuse boulangerie. La fameuse boulangerie, elle a une rentabilité du capital investi, je ne sais pas de combien, de 10% par an. Mais si tu achètes une machine de plus... C'est pas pour ça que les gens vont manger 2 baguettes de plus. 2 baguettes de plus. Donc il y a un seuil. Le taux de croissance de cette boulangerie, depuis 15 ans, c'est 0. Donc tu gagnes bien ta vie en travaillant comme un chien dans cette boulangerie, mais tu n'as aucune croissance. Donc, comme les taux de croissance des profits, c'est à peu près le même que le taux de croissance de l'économie, si l'économie est bien gérée, tout le bouquin de Piketty ne tenait pas debout parce qu'il prenait la rentabilité des entreprises. Lui, ce qu'il disait, si tu veux, c'est que, dans le fond, quand on revient à Wicksell, c'est que comme le taux de rentabilité est supérieur au taux de marché, l'économie devient inégalitaire. Mais si elle n'était pas... tu vois, c'est complètement idiot, parce que ce qui comptait, c'était le taux de croissance de ça. Donc, il confondait la vitesse et l'accélération. Ouais. C'était d'une bêtise, mais c'est incroyable. Moi, j'aurais mis un 0, hein. Alors écoute, on va finir cette petite anecdote de John Law, qui est assez rigolote, parce que donc, John Law arrive, c'est un Irlandais. Non, c'est un Écossais. Un Écossais, oui. Pardon. Un Écossais. My bad. Qui avait un passé un peu trouble. Un peu trouble, qui était un petit peu un joueur professionnel, je crois. Je me demande s'il n'avait pas tué quelqu'un à Venise, ou je sais pas quoi. Enfin bref, il n'était pas bien net. Donc, il arrive dans une période de désolation des finances publiques, il y a eu des hivers difficiles. Il y a eu le petit âge glaciaire, et puis il y a eu les guerres de Louis XIV. De Louis XIV avec l'Espagne. Avec l'Espagne, l'Angleterre, la succession d'Espagne. Enfin bref, on était vraiment ruinés. La noblesse française, c'est pour ça qu'il est très difficile de trouver des pièces d'argenterie qui datent d'avant Louis XIV. C'est parce que ils avaient dû la fondre. Ils avaient dû la fondre pour aider le roi, etc. Bref, ça a été une période... 1700, je crois qu'il y a eu plusieurs millions de morts de famine vers 1714, oui, 1715. Il y a j'étais en train de lire un bouquin justement sur ça, sur le monde diplomatique, et il y a eu une ère glaciaire. La température a perdu 20 degrés en 3 jours. Et toutes les récoltes ont été... Et les températures ont descendu. Donc, les gens sont morts de froid, de faim. Et ça a duré un moment. Ça a duré une période de temps, 6-7 ans, enfin un truc comme ça. Ça a duré longtemps. Et je crois que c'était dû, on le sait maintenant, à l'explosion d'un volcan de l'autre côté de la Terre. Oui, encore un petit caca. Oui, c'était... Un grand cri de Munch. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, cet homme est arrivé. Et... il a dit quelque chose qui n'était pas faux, c'est-à-dire, compte tenu de toutes ces difficultés, des ruines, etc., l'équivalent de la masse monétaire à l'époque avait beaucoup baissé. Les gens avaient perdu de l'argent, les gens étaient ruinés, il n'y avait plus de banques, tout le monde avait sauté. Bon. Et il a dit, il faut recréer de l'argent à partir de rien. Et donc, il a créé... Alors, il y avait la Louisiane à l'époque. Il y avait la Louisiane, mais la Louisiane, il faut savoir qu'elle allait de... il y avait les Noirs qui jouaient de la trompette, là. Nouvelle-Orléans. Voilà. Tu allais de la Nouvelle-Orléans jusqu'à Chicago. Oui. C'était tout le bas. Donc c'était toutes les États-Unis, sauf les côtes. Et sauf les montagnes. Donc le domaine était immense. Et il a dit, on va émettre des actions qui bénéficieront du développement, quand elles paieront des dividendes, du développement de la Louisiane. Et c'était une compagnie des Indes. C'était une compagnie des Indes, parce qu'on appelle ça les Indes, je ne sais pas pourquoi. Ouais, parce que non, c'est sans doute parce que ce brave Christophe Colomb pensait qu'il avait atteint les Indes, tu vois. On a appelé ça les Indes, ça m'a toujours fait rigoler, parce que c'était jamais été les Indes, mais on appelait ça les Indes longtemps. Et donc, il dit, on va émettre ça, et on va créer une banque qui financera tout ça, et son capital sera souscrit en or, etc. Bon. Et le coup de génie de Law, c'était de dire, les actions de la Compagnie des Indes là, seront échangeables en or à tout moment sur le marché. Sauf qu'en vrai, il n'y avait que 0,5% de... ou 5% de... Au début, tout le monde s'est dit, c'est le pied, ce truc. Donc, la dette française se traitait à peu près à l'époque, si mes souvenirs sont exacts, quelque chose comme 60%, c'est-à-dire qu'il y avait une probabilité de faillite élevée. Et il a dit, et vous pouvez acheter des actions avec la dette française que vous avez, mais à 100%. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que quelque chose qui valait 60 dans le marché, il a dit, si vous l'amenez pour acheter des actions de cette nouvelle société miraculeuse,
on vous la prend à 100. Alors tu penses bien que le bourgeois de base a amené les actions la dette qu'il avait pour avoir des actions. Ça a été l'une des premières grandes bulles de l'histoire. Et puis, je crois que c'était... Le prince de Conti. Le prince de Conti, voilà. Je cherchais le nom, que c'était un des princes, oui. Le prince de Conti, qui s'est dit, quand il avait bien spéculé, qui, à mon avis, n'était pas plus bête que mal habillé, il s'est dit, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chercher l'or. Donc, on a vu les voitures du prince de Conti aller à la banque et sortir très basse, tu sais. sur les... Ça avait pris 3-4 ans. Pendant ce temps-là, c'était monté. Et à ce moment-là, lui, il a pris tout son or. Et puis, quand il n'y en avait plus pour les autres... il y a eu un bank run. Il y a eu une espèce de bank run et le cours a perdu 80-90%. Alors attends, parce et c'est là que Cantillon est arrivé. A shorté, c'est-à-dire qu'il a vendu à découvert la dette et les actions, là, et c'est là où il a fait sa fortune. Parce qu'il avait compris 3 choses. Il avait compris, et c'est important, qu'il n'y avait aucune création de richesse supplémentaire et qu'en l'occurrence, il y avait plus d'argent que d'idiots. Voilà, beaucoup plus d'argent que d'idiots, et donc ça faisait monter le cours, mais que ça n'allait pas durer. Donc il attendait tranquillement le moment où il fallait vendre. Que la quantité des biens qui étaient produits n'augmentait pas. Et du coup, ça se voyait dans la balance commerciale. Comme il y avait des gens qui se sentaient riches, ils achetaient plein de biens à l'extérieur, par exemple en Angleterre. Et donc, notre déficit commercial augmentait au fur et à mesure que cette fausse richesse était créée, quoi. Et troisièmement, il avait compris aussi que les dividendes, à la manière d'un Ponzi Madoff, si on peut excuser cette parenthèse historique, étaient payés justement par... c'est-à-dire que les dividendes de A étaient payés quand B rentrait, et ensuite les dividendes de B étaient payés par C. À condition que ça continue, ça monte. C'est le principe de la pyramide de Madoff, c'est qu'il faut un idiot d'après. Il faut faire un idiot d'après, puis quand on arrive à la fin des idiots, on a un problème. Et donc, tout s'est écroulé. Donc, ce qu'a fait Cantillon, c'est qu'il a vendu la livre française contre la livre anglaise. C'est-à-dire, vous savez, sur les marchés, depuis très longtemps, on peut acheter pour de faux. On peut acheter une position à découvert en disant je short, j'achète pour de faux quelque part, puisque vous n'en avez pas, une position contraire. Je vends. L'idée, c'est assez simple, c'est que vous dites, ce machin-là vaut 100, je pense qu'en fait, il vaut 70, allez, à tout casser. Donc, vous vendez à quelque chose que vous n'avez pas. C'est pour ça que je dis pour de faux, parce qu'on ne l'a pas. Vous vendez ce que vous n'avez pas, et puis vous attendez que ça tombe de 100 à 70. Moi, je n'ai jamais fait dans ma carrière, parce que le problème, c'est que si vous vous plantez, et que ça passe de 100 à 200, 300, il n'y a pas de limite. Tu dois couvrir ça. Non, mais il n'y a pas de limite, ça peut aller à l'infini, la valeur. Tandis que si tu achètes un truc à 100 et que ça tombe à 0, tu perds que 100. Tandis que quand tu vends à découvert, tu peux perdre 100, 200, 300, 400, 500, il n'y a pas de limite à la perte. Donc moi, j'ai toujours eu une trouille bleue en me disant, j'ai pas envie de l'acheter, mais c'est pas pour ça que je vais le vendre, quoi. Mais la vente à découvert, c'est un art. Hein. Moi, je suis pas... c'est pas ma spécialité, loin de là. Donc, il a fait sauter tout, et on s'est retrouvés avec toute la bourgeoisie française ruinée. Et ça... C'est pas impossible que ça ait eu des effets sur la Révolution 50 ou 60 ans après. Parce qu'il y avait toute une classe moyenne qui avait été... fraudé quelque part aussi. Qui avait tout perdu. Qui avait tout perdu. Tout perdu. Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant, parce que Schumpeter, dont on a parlé tout à l'heure, quand il lit le livre de Cantillon, dit, en fait, c'est la première fois où, dans l'histoire, on a fait la différence essentielle entre la quantité de monnaie et la quantité de richesse produite. Ce livre est prodigieux. Alors, ça s'appelle... J'ai oublié de le noter. Ça s'appelle Traité sur le commerce. Voilà. Traité sur le commerce, le livre de Cantillon. Et c'est un livre qui doit faire, je ne sais pas, une centaine, vous pouvez sans doute le décharger il doit être sur le web. Et dans ce livre, il y a tout. Il y a la vitesse de circulation de la monnaie, il y a à peu près tout ce qui a été découvert, mais avec des mots de l'époque. Mais on se rend compte que ce Cantillon était un type invraisemblable. C'est-à-dire lui, il était irlandais, c'est pour ça que je me suis pris les pieds dans le tapis. Il était irlandais. Et donc, mais ce livre est prodigieux d'intelligence, mais comme il est écrit en français, j'imagine que ça passe. Ensuite, l'économie a commencé à être Alors, s'il est écrit en français, il ne doit être disponible qu'aux États-Unis, a priori. Maintenant, il ne doit plus être édité en France. Et par contre, il est peut-être sur le net, traité sur le commerce de Cantillon. Voilà, mais c'est pas facile à lire parce que c'est un très joli français, mais ancien.
il a aussi dit quelque chose, c'est quand il y avait une création monétaire comme ça, ceux qui étaient le plus près de la création, c'est-à-dire dans notre cas par exemple Goldman Sachs avec la Banque centrale américaine, c'est eux qui s'enrichissent le plus. Et plus on est loin, par exemple le paysan dans la Creuse, lui il n'a pas vu grand-chose, quoi. Donc c'est ce qu'on a appelé depuis l'effet cantillon, c'est-à-dire plus tu es proche de l'émission, plus tu gagnes du fric. Et plus tu es loin de l'émission, plus ça te fait ni chaud ni froid. Alors, on va conclure sur ça, et effectivement, il nous faudra 2 émissions, parce que j'ai encore 3 grandes pages, tu vois, de principes pour la France. Sur la monnaie, ce qu'il faut retenir, et ce que nos huiles auraient bon ton de retenir aussi, c'est, point numéro 1, faire monter le prix des actifs permet le développement économique, c'est faux. C'est pas parce que vous faites monter le prix des actifs que vous accroissez la richesse du pays. Voilà. Si le stock de capital augmente et que sa valeur augmente, parce qu'il y en a plus et qu'il est plus efficient, c'est très bien. C'est l'augmentation du stock de capital qui crée de la richesse. Il faut que le stock de capital augmente sans que la dette augmente. Si la dette augmente plus vite que la valeur du stock de capital, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Alors, deuxième point qui est faux, et on l'a vu, et Dieu sait qu'ils ont ils en ont joué, ça serait qu'un accroissement des liquidités, c'est-à-dire plus de billets en circulation, favoriserait l'activité. C'est faux. C'est on vous parle de ruissellement, c'est complètement faux. Cantillon l'avait déjà prouvé, c'est pas grave, il continue et il recommence à chaque fois. Ça n'est pas parce que vous imprimez que vous créez une activité. Mais ça permet aux crapules qui sont proches de la Banque centrale, cet accroissement de la liquidité, eux, de s'enrichir de façon monstrueuse. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que ça n'enrichit pas le pays, mais par contre, ça déplace de la richesse de ceux qui avaient des actifs vers ceux qui peuvent prendre de la dette. Donc, quand on ne nous explique pas, c'est pas complètement innocent. Eux, ils savent bien que ça n'en crée pas. Mais par contre, c'est comme ça qu'ils deviennent riches comme des puits. Oui, ils savent que ça n'en crée pas, mais toutefois, ils expliquent aux autres oui. que ça va en créer et qu'il va y avoir un ruissellement. Oui, c'est du pipeau, ça. C'est du pipeau. Et les gens, quand même, certains le croient, puisque les journalistes, temps après temps, le répètent à foison que ça va créer du ruissellement. Rien du tout. Rien du tout. Et enfin, la troisième idée, et ça, je sais que beaucoup de gens ont du mal et se tapent la tête contre les murs avec ça, mais que s'il faut retenir quelque chose de cet épisode, et c'est pour ça que j'en parlais de John Law Cantillon, c'est que faciliter le financement de l'État, ça serait une bonne idée. Mais pourquoi ? Oui, parce qu'ils savent ce qu'ils font. Et puis surtout, ils sont des stratèges puissants. Si on part du postulat qui est le nôtre, que l'État devrait s'occuper de ses missions régaliennes, et Dieu sait que déjà, il s'en occupe mal, c'est-à-dire de la sécurité, de la justice, de la protection du territoire, et je veux bien, si vraiment c'est important, lui donner les hôpitaux ou des trucs à la marge, mais même à la rigueur, votons sur ça. Mais s'occuper des frontières, de la sécurité du territoire. Expliquez-moi pourquoi il devrait faire ça avec plus d'argent que ce qu'il ne lève comme impôt. Et pourquoi l'État devrait s'occuper de choses comme Alstom ou de choses comme ça. Je ne comprends pas pourquoi l'État met ses gros doigts là-dedans. Mais par contre, ça permet aux gens qui travaillent dans l'État de toucher de grasses commissions au moment où ils désossent les soi-disant investissements stratégiques, quoi. On a bien vu, je suis bien persuadé que les gars qui ont touché de l'électricité gratuite ou quasiment de la part d'EDF parce que l'État les y forçait, ont dû financer des campagnes électorales de je ne sais qui, mais... Tu veux dire les 66 € qu'on vend à l'Europe pour se les faire à 660, je ne sais pas combien, là. C'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que tous ces gars-là qui ont fait des miroirs magiques ou des moulins à vent, ils ont des rentes qui ont été créées par l'État sur le dos d'EDF, et je suis bien certain que les donations à la campagne de celui qui avait permis ça ont dû être conséquentes, quoi. Donc, encore une fois, je ne sais à ce jour pas si cette classe dont on parle souvent est incompétente ou si elle raconte des calembredaines au peuple en servant de Keynes et tous ces gars-là, en disant « Regardez, je fais ça pour votre bien », mais en fait, ils savent que ça ne marche pas, mais eux, ça marche pour eux. Oui. Ça marche pour eux. Et donc, la vraie question auquel les Français doivent répondre, c'est pourquoi continuez-vous à élire des gens qui sont soit incompétents, soit des criminels ? Voilà. Voilà. C'est une bonne question, non ? Alors, la semaine prochaine, nous continuerons sur
comment faire? Quelles sont les grandes idées missionnaires qui nous permettraient peut-être de sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes? Donc, ça nous permettra de traiter pourquoi la valeur est une notion subjective, pourquoi il est important de dire qu'il y a une prééminence de l'individu sur la tribu, et aussi redonner du pouvoir aux idées, et on reviendra sur Toynbee et les idées missionnaires. Voilà, pour moi, c'était les points... bien sûr, j'oubliais le dernier, la nécessaire séparation de la loi et de la morale. Voilà. Ça, c'est essentiel, ça. Les points qui ont été développés aujourd'hui, les points qui seront développés la semaine prochaine, sont des points structurels que vous retrouverez dans Karl Popper, qui expliquait quelle était selon lui une société ouverte et quels étaient les ennemis de la société ouverte. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup d'ennemis de cette société ouverte, à droite comme à gauche, et que pour retrouver quelque part un peu de vitalité, un peu de jus, On peut pas s'en sortir si on se replie sur nous-mêmes. Donc le livre de Karl Popper s'appelait « La société ouverte et ses ennemis », le premier. C'est en 2 volumes. C'est en 2 volumes. Il avait écrit, il était en Australie, c'était tout à fait remarquable ce bouquin. Et il y a toute une série de gens qui se sont emparés de lui, comme Soros, pour essayer de faire croire que ce que défendait Popper, c'était un cosmopolite. C'était un cosmopolite. Ça n'a rien à voir. Donc Soros comme je l'ai souvent dit, il n'a rien compris à Popper. Soros, comme je le dis souvent, c'est un boutiquier. C'est un très bon boutiquier qui a beaucoup d'instinct, mais c'est pas un intellectuel. C'est un porte-avions à moteur de Vespa. Voilà, il se prend pour un génie, alors que ça a été un génie du trading, mais certainement pas un géant des idées. Donc Karl Popper souffre maintenant d'avoir été capturé par des gens qui se disent poppériens, mais qui n'ont rien compris, quoi. Donc il faut essayer de rétablir, parce que ce qu'il disait, c'était essentiel, et il avait des mots très forts, par exemple, sur la tolérance. On peut pas... Il y a des moments où il faut cesser d'être tolérant, quoi. Et ça, c'est la loi. Et la loi et la morale, et aussi la nécessité... je crois que c'est Popper aussi qui en parlait, de la nécessité que les changements viennent de la base et remontent. Et non pas que ça arrive artificiellement par une sorte de loi ou des instances dirigeantes. Il faut que les changements structurels arrivent de la base. De la base, absolument. C'est toujours par la base que ça arrive, parce qu'à ce moment-là, c'est voulu et c'est accepté, si vous voulez. C'est exactement comme la peine de mort. Au début, personne ne trouvait ça normal, puis qu'un certain nombre de gens... Et puis petit à petit, un peu partout, la peine de mort a été abolie, mais presque sous la pression des gens en dessous, quoi. Pas un type qui a décrété qu'il fallait arrêter la peine de mort, quoi. Robespierre était contre la peine de mort. C'est vrai. Hein. Oui. Il avait écrit des tas de trucs contre la peine de mort. Mais quand le besoin se fait sentir, on coupe les têtes, quoi. Oui, moi je trouve aussi que c'est un peu définitif. J'ai du mal avec les choses très très définitives. Surtout comme le disait Victor Hugo, un jugement irrattrapable suppose une justice infaillible. Voilà, et là, l'est-elle hein? Et l'est-elle véritablement infaillible, la justice? Bon non. Voilà. Écoutez, j'espère que cette émission un peu velue, parce qu'elle a été bien préparée. Et puis parce que ce qu'on voudrait, c'est vous faire comprendre que la droite, en ne parlant que de la distribution de la richesse, ne comprend rien à l'économie. Donc moi, ce qui me terrifie, c'est d'avoir des gens qui veulent gouverner un pays et qui ne comprennent pas comment ce pays va devenir plus heureux et plus riche. Et donc j'essaie de dire aux gens, mais écoutez, si vous n'y comprenez rien, allez faire autre chose. Vous ne pouvez pas forcer les Français à avoir ces... Non, moi ce que je trouve de dramatique, là, c'est qu'une certaine droite passe son temps à expliquer qu'en fait... le problème serait sécuritaire et donc identitaire, et que quelque part, si on réglait ça, tout irait bien. Alors, 2 réflexions. Premièrement, c'est complètement hypocrite de dire ça tout en ne regardant pas l'Europe de face, parce que je ne vois pas qui peut m'expliquer qui pourrait émettre des OQTF et mettre les gens dehors sans en passer par la CEDH et tout le tout-team. Donc, si je ne vois pas comment on pourrait être identitaire sans être souverainiste, ça c'est la première question. La deuxième, c'est que moi, la dernière fois que j'ai regardé, quand on part de la maison à 18 ans ou ainsi de
de suite, la première question que vous vous posez, c'est votre autonomie financière. Je ne vois pas par quel Deus ex machina on pourrait se retrouver potentiellement souverain et donc pouvoir faire des décisions de sécurité dures sans avoir l'autonomie financière qui va avec. On le sait tous que ça n'est que quand on a un petit peu de pépette à gauche et qu'on a suffisamment les reins solides qu'on peut se permettre de déménager, de bouger des meubles et ainsi de suite. Cette espèce de réflexe de violence qui est de dire « je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont rentrés sur le territoire de manière illégale, puisqu'ils sont illégaux, et qui ne font pas des choses qui, elles aussi, vont contre la loi. Je dis simplement que essentialiser en disant « c'est la faute à » ne fonctionne pas et ça n'est pas vrai, et en plus, c'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter ça. C'est encore une fois la recherche du bouc émissaire. Il faut vraiment arrêter parce que c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. On a une crise énergétique, on a une crise géopolitique. Par pitié, il faut arrêter avec il a raison, on le savait tous. D'abord, c'est pas des solutions, ça. C'est pas des solutions. Les solutions, elles sont ailleurs. Les solutions, elles sont économiques. Encore une fois, je vous en prie, essayez de vous intéresser à la question. C'est comme ça qu'on s'en sortira tous, sinon on va pas y arriver. Parce que moi, je suis fatiguée. Je suis plus bronzée. Et moi, je suis vieux. Et je serai pas là toujours pour expliquer. Voilà, donc il va falloir faire un effort collectif. Voilà, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci pour les 200 000, on est super fiers. On est vraiment, vraiment contents. On va... je sais pas ce qu'on va faire, mais on est super contents. Il y a des... qu'est-ce que je veux dire ? Il y a Spotify, il y a tout ça, et je mets ça sur le site. N'hésitez pas à poser les questions une fois par mois. Et puis, continuez de nous suivre, parce qu'on est super contents. On est super contents. Et puis, on trouvera peut-être une façon, peut-être un jour, d'aller vous voir, ou que vous veniez nous voir. Enfin, on va essayer. Il faudra qu'on organise un truc, c'est vrai. Il va falloir que j'organise un truc. Il va falloir organiser un truc. Mais comme disait la pub, c'est moi qui fais tout dans la maison. Oui. C'est moi qui fais tout. Voilà, écoutez, merci encore pour les 200 000 et merci pour votre fidélité. Et à la semaine prochaine pour la suite. Merci beaucoup.